Une chose me paraît forte dans la réflexion que vous avez sur l'école, c'est l'idée qu'il y a une forme de double langage dans l'institution scolaire. On prétend faire réussir tout le monde, et on veut la réussite de tous, mais en même temps, si tout le monde réussissait, ça poserait de vrais problèmes. Si tout le monde allait à l'université, qui ramasserait les poubelles, effectivement. Aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, il y a une multitude de travaux qui prétendent lutter contre l'échec scolaire, comme si l'échec scolaire était un problème. Mais en réalité, l'échec scolaire n'est pas le problème de l'école. L'échec scolaire, c'est la solution au problème de la sélection. Tant que la distribution sociale des places s'effectuait à travers l'héritage, héritage financier, héritage des biens ou héritage des charges, il n'y avait pas de problème majeur. Dès lors que ce n'est plus tout à fait le cas, ça le reste un peu, ça n'est plus tout à fait le cas, il faut qu'il y ait une institution qui identifie ceux qui vont avoir les meilleures places et les meilleurs salaires. Et dans ce cas-là, il faut que le rôle de cette institution soit d'écarter ceux qui précisément n'auront pas la chance d'accéder aux bonnes places. C'est la raison pour laquelle l'école fonctionne pour l'essentiel comme une raffinerie, par fractionnement, distillation fractionnée, en écartant au fur et à mesure les éléments les plus incompétents ou susceptibles d'être considérés comme tels, pour arriver jusqu'à ceux qui constitueront l'élite de la nation. Et en même temps que cela, on fait croire que c'est un système égalitaire. Donc il y a un vrai problème de fond, c'est que pour que l'école devienne un système égalitaire, il faut que la société elle-même soit égalitaire. En tout cas, qu'elle reconnaisse l'égale dignité des charges et des fonctions. Qu'elle reconnaisse que tous les citoyens méritent d'être rémunérés de la même manière, qu'elle reconnaisse que l'ensemble des personnes qui vivent ensemble doivent se partager les tâches ingrates dont personne ne veut. Donc c'est une révolution sociale qui rendrait possible d'une certaine façon un fonctionnement égalitaire de l'école. Mais la grande difficulté, c'est que cette révolution sociale, on ne la voit pas venir. Non. Et que d'une certaine manière, on peut se demander si, oui ou non, elle arrivera un jour. En attendant, l'école peut néanmoins avoir un rôle essentiel. Ce rôle essentiel, c'est de faire mentir toutes les formes de fatalité. C'est de faire mentir toutes les formes de reproduction. C'est de faire mentir toutes les formes de déterminisme. C'est de postuler que tout le monde, même celui qui a été identifié comme le plus handicapé ou le plus en difficulté, peut s'en sortir, peut apprendre, peut grandir. C'est ce que j'ai appelé dans mes travaux le postulat de l'éducabilité. Postuler que chacun peut apprendre, peut se développer et peut grandir. Qui qu'il soit, où qu'il soit, à quel âge qu'il soit, et sur toutes les questions. Cette éducabilité, elle est une forme de confiance, de pari, qui est l'inverse même de la fatalité sociale, ou de la fatalité génétique, ou de la fatalité, sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle je crois à ce postulat d'éducabilité, mais c'est un postulat. Je ne dis pas que c'est une vérité. Quand je dis « toute personne peut apprendre et grandir », je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que c'est ce que je dois croire. Ouais. Je dis que c'est juste. Je dis que c'est nécessaire de le penser. Je dis que c'est quelque chose que chacune et chacun de ceux qui enseignent doit mettre en pratique. Mais je n'ai pas de certitude au sens scientifique du terme que ce soit vrai. Il faut distinguer à cet égard les idées vraies des idées justes.
l'éducabilité de toutes et de tous, c'est une idée juste. C'est l'idée d'un combat, c'est l'idée d'un engagement, c'est l'idée qui fait progresser, je crois, la société, la science et les pratiques. C'est pas forcément une idée vraie. Il est possible qu'il y ait des gens qui ne puissent pas, mais je n'en sais rien. Et de toute façon, je n'ai pas le droit de le postuler. J'ai au contraire le devoir de postuler que toute personne peut et doit s'en sortir, que toute personne peut et doit apprendre, que toute personne peut et doit être capable de se développer dès lors qu'elle rencontre quelqu'un qui a confiance en lui, qui lui transmet quelque chose, qui lui permet de penser mieux, de penser plus largement, de comprendre mieux les choses, le monde et elle-même. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans votre constat une sorte de pessimisme politique et social que je comprends et que je partage. Ce pessimisme politique et social est lié à ce que j'appelais cette hypocrisie de l'école, qui prétend faire réussir tout le monde, mais qui en réalité fait échouer beaucoup. Mais pour autant, chacun des acteurs de l'école n'est pas astreint à obéir à cette règle-là. Chacun des acteurs de l'école peut, là où il est, face à chacune des personnes auprès desquelles il travaille, faire le pari de l'éducabilité et renverser la fatalité. Et comme dans le domaine de l'humain, on n'est pas dans quelque chose de quantifiable, au sens traditionnel du terme. Moi, je dirais volontiers qu'un enseignant qui a fait réussir dans sa carrière enseignante une seule personne qui sans lui aurait échoué, eh bien, il a justifié sa carrière, parce qu'il a fait basculer la fatalité, parce qu'il a changé le cours des choses, parce qu'il a donné une chance supplémentaire à quelqu'un. Alors ça ne change pas radicalement la société. Mais une personne qui était exclue, qui pensait ne jamais y arriver, ne jamais comprendre, ne jamais apprendre, qui devient capable de comprendre, d'apprendre, qui retrouve le plaisir ou qui trouve le plaisir d'apprendre, ça change quand même le monde. Parce qu'une seule personne de plus qui n'est pas condamnée à être exclue, c'est un monde différent. Donc on ne changera peut-être pas complètement le monde par l'école, mais on peut changer par notre action pédagogique certaines destinées, et parfois sans le savoir. Parce que c'est un des grands mystères de toute activité éducative, les fruits ne sont pas visibles tout de suite. Il arrive que les fruits ne soient visibles que longtemps après. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se décourager. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à se battre, même si là, tout de suite, on a le sentiment de ne pas y arriver. Bon, il m'arrive de rencontrer des élèves 5, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, 30 ans après, qui me disent cette phrase-là, ça m'a aidé. Je ne le savais pas. Ouais. Mais ça les a aidés et ça justifie à soi seul que je m'engage. Donc, le pessimisme politique dont vous faites preuve dans votre question n'est pas incompatible avec une forme d'éthique de l'optimisme radical qui consiste à parier toujours le meilleur pour chacun.